Des histoires, il en existe depuis la nuit des temps. Chaque pays, chaque région du monde a sa propre histoire, ses propres mythes, ses propres légendes. Aujourd'hui, nous retrouvons toutes ces histoires dans les livres, au cinéma, en musique ou dans tous les autres arts. On nous en raconte tous les jours. Beaucoup se sont essayés à comprendre comment sont structurées les histoires, comment en raconter. Mais c'est grâce à un homme que l'on a compris que, peu importe le pays, peu importe l'époque, l'humanité avait des histoires avec une structure commune. C'est grâce à ses recherches en mythologie comparée que notre homme, Joseph Campbell, va détailler les différentes étapes que tout héros rencontre lors de son voyage. Et c'est à travers le prisme de la philosophie et de la psychanalyse que le livre Le héros aux 1001 visages va voir le jour. Après sa sortie en 1949, beaucoup d'écrivains et de scénaristes se sont emparés de la structure proposée par Campbell. Mais le héros aux 1001 visages, ce n'est pas qu'une manière d'écrire une histoire. C'est plus largement une philosophie. Joseph Campbell disait d'ailleurs « Le mythe est l'ouverture secrète par laquelle les énergies du cosmos se déversent dans les entreprises créatrices de l'homme. Il voit donc dans le mythe une manière de rassembler les hommes à travers quelque chose qui nous échappe et dont les symboles que nous avons dans les rêves ou dans nos différentes cultures se retrouvent malgré leurs différences. » Mais alors, de quoi est fait le voyage du héros ? Nous allons reprendre le monomythe étape par étape. Au départ, notre héros, il est dans sa zone de confort. Il faut attendre qu'un personnage extérieur, inconnu, vienne à sa rencontre pour le sommer de le rejoindre dans une grande aventure. Mais notre héros va refuser l'invitation. Il va surtout refuser d'abandonner ses intérêts personnels. Mais qu'il le veuille ou non, l'appel revient toujours à lui. Malgré ses réticences, notre héros va répondre à l'appel. Et c'est parce qu'il va répondre à cet appel qu'il va rencontrer l'aide surnaturelle, une figure protectrice qui va lui donner des amulettes ou tout ce qui pourra l'aider contre les forces du dragon qu'il devra affronter. En continuant dans sa quête, il va rencontrer le gardien du seuil, c'est-à-dire une entité qui va obstruer le passage vers le reste de l'aventure. Il devra donc le défier et le battre pour enfin passer à la prochaine étape. Une fois le gardien du seuil dépassé, notre héros arrive dans le ventre de la baleine, c'est-à-dire une sphère de renaissance, l'entrée dans l'inconnu. Mais notre héros va rapidement se rendre compte qu'il arrive sur le chemin qui mène vers les ténèbres. C'est le moment de l'aventure qui montre une prédilection. Il va donc devoir affronter un certain nombre de démons et faire face à l'ogre qu'il va devoir battre grâce aux conseils et aux amulettes de l'aide surnaturelle pour passer à la prochaine étape. C'est après s'être défait du monstre que le héros va rencontrer la reine ou la déesse du monde. C'est le point culminant de l'aventure. C'est surtout la rencontre avec la créatrice de l'univers. La déesse crée, elle protège et elle détruit. Mais c'est surtout le moment où le héros doit obtenir l'aptitude du don de l'amour. Suite à cette rencontre, le héros se marie avec la déesse du monde. Il devient ainsi maître de sa propre vie. Mais vient le moment où le héros ressent une répulsion de la femme, notamment par la représentation du péché. Il va tenter de s'en éloigner, tout comme il va essayer d'échapper à son ego. C'est alors qu'il va rencontrer son père, qui fait figure de guide. Il représente celui qui accueille dans sa demeure les sérieux, ceux qui ont été mis à l'épreuve. C'est après cette rencontre que le héros
va apprendre à dépasser ses dernières angoisses de l'ignorance, où l'esprit a réussi à transcender la dualité des contraires. Il est donc à la fois homme et femme. Le héros comprend que l'ogre, c'était en fait son père, qu'il est l'objet de sa propre quête. Le dieu est donc en lui. Notre héros arrive dans une ultime phase, le don suprême. C'est le moment où le héros accède à l'ultime savoir, celui qui transcende toute expérience formelle. C'est également l'instant où le héros dépasse les dieux ou les égale. Tout ce qui a pu voler en éclats est renouvelé, revivifié et glorifié. C'est le moment où le héros revient dans la communauté, dans la collectivité, avec le trophée ou l'élixir qu'il a gagné pendant son parcours. Mais il arrive que le héros veuille le garder pour lui et qu'il aille se cacher quelque part dans un endroit isolé du monde. Suite à ce refus, le héros peut être obligé, avec la bénédiction des dieux, de la déesse, de revenir à la société avec ce fameux trophée ou cet élixir pour le faire partager au plus grand nombre. Il peut également fuir justement ces dieux et ces déesses pour aller contre leur volonté remettre cet élixir ou ce trophée à la communauté. Il arrive que le héros ait besoin d'une aide extérieure pour l'accompagner dans sa fuite en vue de remettre le fameux trophée ou l'élixir à la communauté. Arrive alors le moment où le héros doit franchir le seuil qui le fait revenir dans le monde ordinaire, une sorte de frontière qui sépare le monde des dieux et celui des hommes. Mais les hommes du monde ordinaire vont-ils vraiment croire notre héros qui revient avec un élixir ou un don suprême qui égale celui des dieux? Franchir ce seuil, c'est donc pour notre héros survivre à la violence du choc que va provoquer son retour au monde ordinaire. Lorsqu'il a dépassé cette étape, notre héros devient maître des deux mondes. C'est-à-dire qu'il peut franchir librement la ligne qui sépare le monde des dieux et celui des hommes. Enfin arrive la toute dernière étape. Notre héros est libre devant la vie. C'est le moment où le héros a dépassé chacun des niveaux du parcours, mais c'est également le moment où il doit offrir son expérience, son savoir au reste du monde. Car le monomythe, au fond, ce n'est pas tant la réussite du surhomme ou l'échec de notre héros, mais au contraire la réussite de l'homme. Ce que nous apprend le monomythe, au final, c'est ce que l'on apprend depuis qu'on est enfant. Le début, milieu et la fin correspondraient au départ, à l'initiation et au retour. De la même manière, nous pourrions imaginer que la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale ne seraient que des synonymes de l'appel de l'aventure, du passage du premier seuil, du chemin des épreuves, du passage du seuil au retour et enfin de libre devant la vie. La structure proposée par Joseph Campbell est donc une représentation universelle et théorique basée sur un très grand nombre de mythologies, de légendes, de contes du monde entier depuis la nuit des temps, et c'est pourquoi un grand nombre d'auteurs, de scénaristes se sont emparés de cette représentation pour toucher un maximum de public. Mais cette structure ne prend pas en compte toutes les formes de narration possibles. Il y a des héros qui n'arrivent pas au bout de leur quête. Des fois, il y a des histoires sans héros, sans intrigue. Il faut donc garder en tête que toutes les histoires peuvent être écrites de toutes les manières possibles. Si le héros 1001 visages n'est pas un livre théorique sur la dramaturgie ou sur la narration, il a ouvert la voie à de nombreux auteurs pour se pencher sur la question. C'est d'ailleurs un des élèves de Joseph Campbell, Christopher Vogler, qui a réinterprété cette fameuse structure pour offrir un des ouvrages les plus connus dans le monde du scénario, le guide du scénariste.